Et nous voilà maintenant pour les questions des auditeurs. Et nous avons déjà deux mains levées. Deux mains levées sur l'émission Jésus était-il juif? Maël tout d'abord. Maël, nous vous écoutons. Pensez à bien appuyer sur le petit bouton bleu. Et bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, voilà. Alors j'avais une question pour Monsieur de Salm précisément, c'était pour Monsieur Scipion de Salm. On entend beaucoup parler de Jésus, comme quoi il était ethniquement arabe. Il y a aussi des représentations de Jésus récentes qui le mettent comme un Africain noir. Et pourtant dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on présente David comme un blond et Ésaü comme un roux. Donc j'avais une question légitime sur l'origine ethnique possible de Jésus. Voilà. Hop, attention cependant, je donne la parole évidemment à Scipion, mais il existe des représentations de Jésus en noir, en jaune, en tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas forcément une représentation récente, c'est tout simplement un moyen qui a été utilisé pour que la population locale puisse s'identifier plus facilement à Jésus et donc puisse se convertir plus facilement. Concernant les origines de Jésus, je laisse Scipion de Salles répondre à cette question. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu as raison, Alexandre. Les peuples représentent souvent Jésus à leur image, hein. Donc, les Noirs représentent un Jésus noir, les Chinois un Jésus chinois, c'est vraiment comme ça, hein, où il y a des effets de mode. Et donc, les Américains, quand ils étaient bien blancs, donc les États-Unis, c'était toujours un Jésus blond, hein, l'image qu'on a souvent en tête, mais c'est les peuples représentent Jésus à leur propre image. Alors maintenant, quelles étaient les origines de Jésus? Donc Jésus, comme je le disais tout à l'heure, il vient de Galilée. Donc c'est au minimum un blanc du Levant, mais un blanc clair, hein, pour avoir une idée de ce que peut être un blanc clair du Levant, tel que David dans l'Ancien Testament, il faut faire tout simplement Google Images Bachar el-Assad ou Asma el-Assad. Donc ce sont des Syriens, hein, donc à côté, vraiment le pays d'à côté. Et surprise, ils sont assez blancs. Madame Asma el-Assad, elle est même blonde, hein, naturellement. Donc, ces gens-là étaient en fait beaucoup plus blancs que ce que l'on imagine rétrospectivement, surtout que les Arabes sont arrivés au 7e et au 8e siècle et ils ont transmis des gènes davantage bruns que les anciens Levantins. Pourquoi ils ont bien transmis leurs gènes? Parce qu'ils avaient un accès facilité aux femmes, ils confisquaient toutes les plus belles femmes et l'islam permet la polygamie, donc 4 femmes légales, plus autant d'esclaves qu'on veut. Donc du coup, les peuples du Proche-Orient et les peuples d'Égypte aussi d'ailleurs sont beaucoup plus bruns que leurs lointains ancêtres d'il y a 1000 ou non, pardon, 1500 ou 3000 ans. Maintenant, en ce qui concerne Jésus, il y a une thèse qui me plaît beaucoup, c'est la thèse du Jésus gaulois, parce que la Galilée, ça pourrait être la petite Gaule, et Jésus pourrait être un descendant d'une colonie de guerriers galates installée par le roi séleucide Antiochos III. Donc c'est une thèse à laquelle je tiens beaucoup, ce qui n'enlève rien à la filiation spirituelle avec l'Ancien Testament, évidemment. Mais comme je dis, c'est une thèse qui me plaît, j'y tiens beaucoup, mais elle n'est pas absolument démontrée. Et je me méfie des représentations tirées du linceul de Turin, où Jésus était grand et fort. Donc c'est plutôt des traits européens, hein, Jésus grand et fort. Et on a voulu absolument le noircir et en faire un gros Libanais actuel, rigolard et sympathique, hein, mais du coup très typé donc dans cette région au sens actuel du terme, et je pense que non, que Jésus devait être assez blanc. Et pour le linceul de Turin, on a fait des analyses du sang de Jésus, et implicitement, bien sûr, je considère le linceul de Turin comme vrai, et ils arrivent à la conclusion que Jésus appartient à un groupe humain qui a aujourd'hui disparu, tout simplement, donc un groupe humain européen ou très proche des Européens. En tout cas, c'est mon opinion sur la question. D'ailleurs, je tiens à préciser, petit aparté, que concernant le linceul de Turin, pour ceux qui ne seraient pas toujours à jour, parce que le linceul de Turin, il y a toujours des avancées, il y a même une science à part quoi, qui étudie le linceul.
que l'étude de carbone 14 qui avait expliqué que ce linceul venait du Moyen-Âge a été remis en cause par la technologie rayon X qui montre que le linceul de Turin a effectivement 2000 ans. C'était une petite aparté pour ceux qui n'auraient pas suivi les nouvelles. Franck, Franck, vous avez baissé la main. Je ne sais pas si c'était une erreur de manipulation ou c'était... Voilà. Franck, vous levez la main, vous avez maintenant la parole. Bonsoir Franck, est-ce que vous pouvez poser votre question en appuyant sur le petit bouton bleu? Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon. Donc c'était donc j'ai une question à poser aux deux invités, question et puis c'est aussi des petites remarques. Donc j'ai pris des notes. Je suis protestant évangélique et voilà, il y a forcément peut-être deux, trois petites choses que j'aurais aimé éclaircir avec monsieur Hiro et monsieur Scipion de Salm. Donc j'ai vu que vous parliez beaucoup des protestants évangéliques. Je pense qu'il est bon de faire la distinction entre les Français et les Américains. Vous avez parlé donc des évangéliques américains. Faut savoir que chez les évangéliques français, on n'a rien à voir avec les évangéliques américains. Par exemple, les évangéliques américains pensent que la Terre a vraiment été faite en 7 jours. Alors qu'en fait, quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que le temps de Dieu n'est pas le même temps que le temps des humains, si je puis dire. Vous parliez aussi de libre interprétation de la Bible. Alors c'est vrai que chez les protestants, il y a en effet une libre interprétation de la Bible. Et là encore, il est bon de faire la distinction entre différents types de protestantisme. Vous avez, on va dire, les protestants libéraux, c'est-à-dire les luthériens, les réformés, les calvinistes, et vous avez les protestants qui sont plutôt traditionnalistes, comme les évangéliques. Et encore même chez les évangéliques, vous avez aussi différents courants. Le baptême, par exemple, chez nous, chez les évangéliques, ça se pratique comme au temps biblique. Quand on voit, par exemple, quand le Christ a été baptisé par immersion. C'est ce que nous faisons chez nous, chez les évangéliques. Alors que chez les catholiques, ça se fait par aspersion. Je sais que chez les catholiques, vous baptisez les enfants. Chez nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que chez nous, les évangéliques, on part du principe qu'il faut être né de nouveau. Comme on voit, par exemple, dans le livre de Tite. Il parle de ça, justement. Il faut être né de nouveau. Voilà, qu'est-ce que j'avais remarqué aussi? Alors moi, je trouve dommage chez les catholiques, je sais très bien que vous n'y êtes pour rien, mais c'est votre pape. J'ai remarqué que votre pape était apparemment assez ouvert au mariage LGBT. Faut savoir que chez les évangéliques, vous ne verrez pas de mariage LGBT. Alors chez les protestants, il y en a, mais c'est ce que je disais, c'est chez les protestants plus libéraux. Voilà. Écoutez, je suis désolé d'avoir monopolisé la parole. J'aurais juste aimé, voilà, entendre un petit peu ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Franck pour votre intervention. Ah oui, effectivement, j'avais bien précisé tout à l'heure, vous l'avez bien souligné que je parlais des protestants anglo-saxons, des protestants américains principalement. Et parce que, en fait, je laisserai Bruno répondre à cette question, mais je tenais juste à préciser qu'il y a autant de protestantisme différents que de protestants. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment généraliser. Pareil pour les évangéliques, il y a également beaucoup de branches, etc., etc. Par exemple, je sais que les protestants en Allemagne, les femmes peuvent être pasteurs et que les mariages homosexuels sont même faits là-bas. Pour l'instant, l'Église catholique, moi je laisserai Bruno répondre, mais pour l'instant, l'Église catholique n'autorise pas les mariages homosexuels. Attention, c'est juste que le pape, qui est une première, qui est une nouveauté, bénit les couples homosexuels, enfin demande à bénir les couples homosexuels. Je vais laisser Bruno maintenant répondre à cette question et je pense que ce sera intéressant. Oui, alors j'ai pas vraiment identifié la question. J'ai bien noté les remarques, effectivement, mais j'ai pas vu de question. Donc, s'il y en avait une, vous me relancerez, il n'y a pas de souci. En tout cas, oui, vous abordez plusieurs sujets, donc qui ne sont pas liés au thème de l'émission sur Jésus et les Juifs et le judéo-christianisme, mais néanmoins intéressant. Effectivement, la hiérarchie, je parlais tout à l'heure d'exemples de 1928 et de 1938, la hiérarchie de l'Église peut dire des bêtises. Et il y a même des positions qui peuvent être qualifiées d'hérétiques. Cela n'enlève pas la charge qu'ont reçue ces gens-là, mais cela remet en cause leurs opinions personnelles. Donc, lorsqu'un pape vous dit que 2 et 2 font 4,5,
il faut faire comme a fait saint Paul avec saint Pierre, c'est-à-dire le contredire publiquement, non pas pour lui nuire, mais pour rendre témoignage à la vérité. Tout simplement. Et en ce qui concerne les différentes sortes de protestantisme, je ne me suis pas intéressé à la question et je ne m'y intéresserai pas car je suis catholique. Simplement, ce que vous dites prouve ce que nous disions et ce qu'a dit Alexandre sous une forme humoristique, que potentiellement il y a autant de protestantisme que de protestants. C'est qu'à partir du moment, j'ai entendu le terme protestant traditionnaliste, je ne comprends pas bien, à partir du moment où on remet en cause euh, la tradition, c'est-à-dire non seulement, donc il y a effectivement deux sources hein, dans le christianisme, il y a les Écritures et il y a la tradition. Tout ce qui a été transmis oralement, tout ce qui a été transmis par la succession des papes, tout ce qui a été transmis par les différents conciles, tout cela constitue l'un des deux piliers de notre foi qu'est la tradition, et se dire que seuls les textes comptent et que donc nous, à partir du XVIe siècle, on a, ou après, pour ceux qui ne se disent pas luthériens ni calvinistes, et même après, on a mieux compris que le premier pape lui-même, que saint Paul lui-même, que saint Augustin lui-même. Je trouve ça un peu gros et on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent le rejet du catholicisme vient soit d'une méconnaissance du catholicisme, soit d'un problème d'orgueil, qui n'est pas forcément mal intentionné, mais il faut savoir l'identifier. Et c'est ça le problème des protestants, quelle que soit leur obédience, puisque il y a une église qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier pape fut Pierre, son premier contradicteur fut Paul, mais Paul ne rompit jamais avec l'Église ni avec Pierre. Donc voilà ce que je pouvais faire comme commentaire à vos propres commentaires, mais je crois qu'il n'y avait pas de questions spécifiquement parlant. Merci Bruno pour votre réponse tout de même. Franck, je vais laisser parler ce qu'on peut parler d'abord et après on viendra sur le problème vers vous. Moi de mon côté, je tiens à préciser que d'un point de vue social, pas religieux, mais d'un point de vue social, je suis relativement, entre guillemets, œcuménique, pas dans le sens foi, mais dans le sens je vais pas cracher sur les protestants, sur les évangéliques, ou même sur les témoins de Jéhovah, d'ailleurs, que je peux pas considérer comme chrétiens réellement, parce qu'ils considèrent pas que Jésus est Dieu, mais et le Christ donc. Mais voilà, moi j'essaie de m'entendre un peu avec tous ceux qui aiment Jésus, tous les chrétiens, parce que c'est une forme de fraternité, même si on peut avoir des gros désaccords. D'ailleurs, justement, en parlant de protestantisme, etc., je vais laisser la parole maintenant à Vincent Noyer. Bonsoir Vincent. Vous êtes également un fidèle auditeur du Parti de la France. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, mon cher Alexandre. Bonjour Bruno. Bonjour Scipion. Plutôt bonsoir. Moi, je suis pasteur luthérien traditionnel, donc non libéral. Donc, je suis adhérent à l'orthodoxie luthérienne. Mais ce n'est pas le sujet. Je tiens à rester pas hors thème, mais dans le thème. Ce que je veux dire, c'est faire quelques remarques. Il faut comprendre le sionisme. Le sionisme protestant est né chez les puritains parce qu'ils croyaient, en partant avec le Mayflower vers une nouvelle Jérusalem qui sont les États-Unis. Mais pas seulement. Ça, il y a aussi, ça c'est le point anglo-saxon, si je puis m'exprimer ainsi. Le deuxième point, c'est aussi les Huguenots. Les Huguenots qui étaient chassés à la révocation de l'édit de Nantes ont considéré, par exemple, le Brandebourg ou l'Afrique du Sud ou bien sûr la Virginie et la Floride comme des nouvelles Jérusalem. Donc, ils ont une relecture juive, plutôt les puritains, les calvinistes, de leur histoire. Et c'est pour ça qu'ils sont cul et chemise avec l'idéologie sioniste, parce qu'ils se disent, ils reprennent leur terre, les Juifs, mais nous aussi, on a nos terres que Dieu nous a données. Voilà. Il y a une collusion entre la lecture puritaine, parce qu'il faut savoir que les puritains ont été chassés de l'église anglicane parce qu'ils refusaient la liturgie anglicane, plus principalement. Voilà.
Et je voudrais savoir si Scipion et Bruno partagent mon point de vue. Bruno, Scipion, est-ce que vous partagez le point de vue de notre révérend? Oui, alors pour le coup, chacun sait mon hostilité, mon opposition euh, au protestantisme, mais effectivement, les protestants chassés des royaumes chrétiens, notamment du royaume de France, se sont réappropriés l'idée de la terre promise, ce qui leur fait une fraternité de pensée avec le sionisme. C'est une vérité historique, effectivement. Merci beaucoup, Bruno. Allez-y, Scipion. Oui, pour dire un mot, à travers nos deux intervenants, on perçoit déjà la diversité du protestantisme, hein. C'est vraiment un panorama extrêmement varié. Et même si on en reste aux obédiences, il y a des centaines d'églises protestantes différentes. Et quand je dis des centaines, je me contente des principales. Et en plus, des variations très nettes dans le temps par-dessus le marché. On pense que les luthériens allemands, qui se disent évangéliques en allemand, ce qui ne favorise pas d'ailleurs les choses et peut prêter à confusion, ils étaient très conservateurs jusqu'aux années 40-50 et ils sont devenus, dans leurs églises officielles, à la pointe du libéralisme sociétal depuis les années 90 et ils vont jusqu'à marier les couples homosexuels à l'église, ce que ne fait pas encore le pape François. J'ai peur qu'il finisse par donner des bénédictions, mais il ne Mais- fait pas de mariage. Donc tout ça pour dire qu'il y a une extrême diversité dans le protestantisme que je reconnais volontiers. J'ai parlé, je crois, sans erreur de la grande majorité des évangéliques aux États-Unis. Et si nos auditeurs emploient le mot évangélique dans un sens différent et ne sont pas des partisans enthousiastes et inconditionnels d'Israël, j'en prends volontiers bonne. Merci beaucoup, Scipion, pour votre réponse. Je laisse maintenant la parole à Marthe Léon. Il y a Bardamuka qui levait la main, mais je crois qu'elle est baissée, donc on a dû répondre à sa question sans faire exprès. Ah, Bardamuka la relève. Ben, je la laisse à Bardamuka alors, et ensuite je la donne à Marthe Léon. Bardamuka, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Pouvez-vous poser votre question? Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Vous m'entendez bien? Tout est bon? Absolument. Bon, très bien. Bonsoir, messieurs. Alors, le sujet de ce soir, bon, sur lequel je suis totalement cuistre, c'est quand même un sujet, il faut l'avouer, qui, à vue de nez, crée quand même des discordes au sein du camp nationaliste. Alors, ma question est pour Scipion. Bon, Scipion, je vous lis assez régulièrement dans la revue Réfléchir et Agir, où il semblerait, alors je cite hein, dans la dernière revue, ce qu'avait écrit Eugène Crampon, votre camarade Eugène Crampon à votre sujet, c'est que de temps en temps, bah, la pensée scipionne a l'air d'agacer certains nationalistes, et notamment la mouvance nationaliste révolutionnaire. Alors je reviens, hein, s'il n'y avait que le judaïsme qui créait des discordes au sein du camp nationaliste. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, de temps en temps, pourquoi de temps en temps vous n'êtes pas en accord avec les nationalistes révolutionnaires? Et quelle serait, selon vous, belle utopie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les nationalistes soient enfin réunis au-delà de toutes ces, de tous ces, on va dire, ces désaccords, judaïsme, pas judaïsme, Ukraine, pas Ukraine, les Zemmour, et Russie, et USA, et j'en passe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question, Bardamuka. Écoutez, j'ai vu que j'allais donner la parole à Bruno, mais j'ai l'impression que Scipion avait allumé le micro. Donc, comme vous le voulez. Soyez dans la politesse, je vous laisse décider qui va répondre. Oui, bah, il m'a posé directement la question, Monsieur Bardamu, donc Ah, je pardon. voulais répondre. Oui, oui, donc et je réponds volontiers. En fait, le fond de nos petites divergences avec l'équipe de Réfléchir et Agir, puisque le sujet est religieux ce soir, c'est qu'ils sont vraiment tous, sauf deux, dont moi, dans la tradition de la droite nationale néo-païenne. On l'aura compris, moi je suis chrétien et même catholique au sens le plus traditionnel et conservateur. Donc là-dessus, on n'est pas d'accord et dans mon essai, mon combat, je prône le christianisme comme base de l'éducation de la jeunesse et ça forcément,
ils ne sont pas d'accord du tout, mais ils le disent courtoisement et poliment. Donc, à propos des divergences dans la droite nationale, je crois qu'elles sont insurmontables et je dirais même légitimes. On essaye tous de réfléchir de façon indépendante et comme nous ne sommes pas du tout au pouvoir, et même si Marine Le Pen ou Bardella y arrivaient, ce qui n'est pas fait, ça serait pas nous du tout, hélas, hein. Donc je dirais, il faut réfléchir de façon indépendante et proposer des solutions aux problèmes terribles que rencontre notre société. Et on sera jamais tous d'accord, hein. Déjà, le nationalisme révolutionnaire, c'est une mouvance assez large avec sa diversité, dont je ne suis pas, hein. Autant dire les choses simplement. Moi, je suis quelqu'un de très conservateur sur le plan social et sociétal, mais franchement autoritaire sur le plan politique. Donc ça fait une notion, ça fait une infinité de nuances dans la droite nationale, infinité de nuances à laquelle je participe, hein, sans être le plus excité ou le plus modéré. Moi, je suis dans la moyenne de la droite nationale authentique. Et pour qu'on arrive à coopérer, parce que c'est ça le sens profond de la question, de façon efficace, il faut, je dirais, se respecter, constater courtoisement les différences et se respecter, ne pas être tout de suite dans la dénonciation, dans l'insulte. Et c'est la discipline que je m'impose, hein. Quand je suis pas d'accord avec un camarade, si c'est quelqu'un que je ne fréquente pas, je le garde pour moi. Si c'est quelqu'un que je fréquente dans les revues, que je travaille ou même entre nous au Parti de la France, eh bien on discute, hein, on discute entre nous, hein, sans polémique publique, mais courtoisement et fermement dans le respect mutuel. Je pense que c'est ça qu'on a oublié dans la droite nationale, pour ne pas dire l'extrême droite, c'est tout simplement la courtoisie française, le respect mutuel, et puis toujours cette tendance, dès qu'on a quelques moyens intellectuels, un peu de culture, qu'on travaille et qu'on réfléchit, à se prendre pour un prophète infaillible. C'est pas du tout mon cas. J'essaye de proposer ce qui me semble des solutions pertinentes pour analyser le passé, pour l'avenir, donc en pensant qu'on aura un avenir et quel pourrait être cet avenir. Mais j'ai commis quelques erreurs d'analyse, hein, ça m'est arrivé, comme ça peut arriver à tout être humain. Et donc, je reconnais mes erreurs quand ça arrive. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je dis, il faut faire preuve de courtoisie, de modestie, mais on n'aura jamais de dénominateur commun minimum acceptable par tous. Sinon, la base de la base, il faut une France française, peuplée de Français authentiques et maîtrisant ses frontières. Merci beaucoup Scipion. Je laisse maintenant la parole à Bruno Hirou. Vous pouvez rajouter quelque chose. Oui, juste pour compléter le propos du camarade Scipion, au-delà de la courtoisie nécessaire et de la modestie qu'il faut avoir, puisqu'effectivement, il arrive de changer d'avis. On n'est pas le même à 19 et à 49 ans, on n'est pas le même avant d'avoir eu des enfants et une fois qu'on en a, avant d'être marié et une fois qu'on est marié, etc., etc., avant d'être chrétien et quand on est chrétien, si on se convertit, etc. Oui, il faut cette modestie, mais surtout d'abord, il faut que le camp national arrête de jeter des anathèmes sur les uns et les autres. Alors, il y a des anathèmes, il y a des reproches qui sont bons à faire, que ce soit en public ou en privé, peu importe, il faut discuter, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose, et c'est ça que je voulais dire en rebond à la question de Pardamuka, c'est la gauche, ils ont réussi à faire la NUPES et avoir un groupe très intéressant à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il faudrait, c'est que le camp national français arrive à faire ce genre de NUPES de la droite, ce grand rassemblement de la droite. Un rassemblement, non pas pour dire on a un chef et on pense tous comme lui, mais pour dire quand on a un ennemi aux élections, on fait front commun, on fait un front national. Et ce serait bien que chacun, lorsqu'une élection arrive, ou lorsqu'une manifestation est organisée, mais surtout quand une élection arrive, soit capable de mettre son petit drapeau de parti dans la poche pour se rassembler contre le candidat qui est objectivement un ennemi de la France et ou un ennemi du peuple français. C'est ce que nous, on a fait et on peut s'en vanter. On a eu le courage de le faire malgré les accusations assez débiles qu'on a pu avoir lors de la présidentielle au premier tour.
et au deuxième tour, donc sur 2 candidats différents, mais avec la même, philosophie, la même, vision du combat politique électoral. Et je pense que la droite nationale et le camp national, sortiraient grandis si à chaque élection, elle pouvait, présenter un seul candidat et une seule liste contre les ennemis de la France. Voilà juste le petit rebond que je voulais faire à la question de Bardamu. Merci beaucoup Bruno. Alors je vois Dimé qui lève la main, il y avait aussi Marthe Léon. Je donne à Dimé, parce que je crois qu'il l'avait déjà levé avant. Et ensuite, Marthe Léon, si vous voulez reprendre la parole, n'hésitez pas à la relever. Dimé, fidèle auditeur du Parti de la France et même nouvel adhérent, qu'avez-vous à nous dire ce soir? Nous vous écoutons. Bonsoir, je suis désolé, il y a un peu de bruit autour de moi, je viens d'arriver à Paris. J'aurais une question, alors c'est pas. Quoique si, un peu sur le thème de la religion, mais j'entends souvent dans les milieux, dans nos milieux nationaux, à propos des juifs, certains en parlent d'un point de vue religieux et certains en parlent d'un point de vue ethnique. Croyez-vous qu'il y a une ethnie juive ou alors c'est simplement d'un point de vue religieux? Et du point de vue personnel, donc le vôtre est aussi ce qui pourrait être intéressant du point de vue catholique. Merci. Question très intéressante, Dimé. Il faut savoir que juif à la base c'est un peuple israélite, mais je vais laisser notre historien préféré Scipion de Salm répondre à cette question de manière beaucoup plus précise que moi. Oui, alors pour répondre à la question, il y a plusieurs ethnies juives et qui ont à peu près 1000 ans. Elles n'en ont pas 4000 ans ou 3500 comme elles le prétendent, mais elles ont un peu plus de 1000 ans, dont 2 principales, les Ashkénazes, les Juifs d'Europe centrale, les Séfarades, les Juifs du bassin méditerranéen. Et on a des ethnies mineures, ce sont les Juifs du Yémen, qui sont en fait des Arabes convertis au judaïsme à la fin de l'Antiquité. On a les Juifs d'Éthiopie, qui sont finis aussi par s'installer en Israël, qui là aussi sont des autochtones d'Éthiopie convertis au judaïsme. Enfin, il y a le cas spécifique, selon certains, des Juifs italiens, avec peut-être la sous-famille des Juifs vénitiens. Donc, il y a différentes ethnies juives qui se connaissent, qui peuvent éventuellement connaissent et se reconnaissent, qui peuvent éventuellement se marier entre elles et qui toutes ont les mêmes bases religieuses, c'est-à-dire d'un point de vue des pratiques religieuses traditionnelles, donc le Talmud réinterprétant la Torah. Alors, maintenant, l'identité juive est une identité complexe, puisqu'il y a un arrière-fond religieux, il y a un arrière-fond ethnique, et il y a parfois cette bizarrerie assez fréquente, comme ce qu'on appelle les juifs athées. Ça existe, c'est 30% des juifs ethniques en Israël se disent juifs athées, c'est-à-dire qu'ils rejettent absolument l'existence de Dieu et d'un monde spirituel. Donc c'est un paradoxe qui existe et qui est numériquement significatif. Mais ce qu'il faut donc considérer, c'est que dans cette identité complexe, fondamentalement, je dirais que le critère ethnique prédomine, puisqu'ils insistent eux-mêmes là-dessus, au sens que, pour ceux qui en auraient la fantaisie, il est très difficile de se convertir au judaïsme. Tout est fait pour décourager les conversions. Les rabbins le disent officiellement, c'est 2 à 3 ans d'études du Talmud de façon intensive pour les hommes comme pour les femmes pour se convertir au judaïsme, ce qui revient en pratique à limiter le judaïsme à sa dimension ethnique. Donc, ce qui n'exclut pas qu'ils aient leurs représentants spirituels qui sont les rabbins, mais c'est fondamentalement une ethnie composite et qui est en voie de recomposition en Israël, puisqu'il y a énormément de mariages mixtes entre ces différentes ethnies juives séparées par plus de 1000 ans d'histoire et qui se retrouvent en Israël. Donc c'est un champ d'expérimentation d'une nouvelle ethnie juive unifiée, ce qui est rêvé par tout le courant sionisme. Donc le courant sioniste se prétend être le mouvement du retour des Juifs de l'Ancien Testament, dispersés il y a plusieurs milliers d'années, donc ça c'est quand même pas vrai historiquement, mais ce qui est vrai, c'est que les différentes ethnies juives se retrouvent, sinon toutes, du moins beaucoup et en nombre en Israël,
et crée quelque chose d'absolument nouveau. Et il crée quelque chose d'absolument nouveau sur les terres des Palestiniens qui ne sont pas d'accord, d'où la guerre que l'on connaît hélas actuellement. Merci beaucoup Scipion pour votre réponse. Maintenant je laisse la parole à Marthe Léon, ensuite ce sera A, et ensuite nous finirons sur Franck. Parce que je pense qu'il n'y aura plus de questions après. Marthe Léon, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Oui, bonsoir messieurs, je vous remercie. Alors moi, je voulais profiter des connaissances historiques de Scipion de Salm pour lui demander s'il pouvait nous dire quelques mots sur le maranisme. Ma question étant, savez-vous ce qu'il est advenu des maranes donc au fil du temps? J'entends par là le cas échéant au sein même de la Sainte Église catholique. Merci. Merci beaucoup Marthe pour votre question. Je laisse mon invité répondre. Cher Scipion, vous avez la parole. N'oubliez pas, cher Scipion, d'appuyer sur le petit bouton bleu pour que nous puissions vous entendre. Voilà, donc je disais, ce qu'il faut, c'est d'abord définir le terme. Qu'est-ce que le maranisme? Donc le maranisme, c'est dans un cadre spécifique de l'Espagne du XIVe siècle, le cas de juifs qui font semblant d'être convertis au catholicisme, tout en continuant en fait à rester juifs de cœur et d'esprit, et à continuer leurs pratiques rituelles juives avec notamment leurs règles alimentaires spécifiques. Donc le maranisme, c'est ça, c'est faire semblant d'être catholique tout en continuant d'être juif. Et il y a eu une législation spécifique du royaume de Castille, qui est le principal royaume d'Espagne, à partir du XIVe siècle et encore développé au XVe siècle, qui vise à repérer les maranes et les sanctionner, sachant qu'attention, on leur reproche pas d'être juifs, on leur reproche de faire semblant d'être catholiques, ce qui à l'époque choque énormément, puisque si on fait semblant d'être catholique, on pratique les sacrements catholiques, et c'est considéré comme des monstruosités à l'époque. Ça veut dire un baptême d'une validité discutable, ça veut dire communier mais en n'ayant pas les bonnes dispositions, donc des communions sacrilèges, et il faut se replacer dans le cadre chrétien du XVe siècle, c'est absolument monstrueux, une communion sacrilège. Donc les Espagnols au XVe et au XVIe siècle ont traqué les maranes, et ça a d'ailleurs donné l'Inquisition, ça vient de ça. L'Inquisition était spécialisée pour détecter les erreurs dans la foi et notamment les pratiques judaïsantes ou à partir du début du XVIe siècle, autre chose, c'est-à-dire les musulmans soi-disant convertis au catholicisme qui en fait continuaient à pratiquer l'islam. Ça, c'est les morisques. Donc pendant tout le XVIe siècle, il y a une grande question religieuse en Espagne, c'était les maranes et les morisques. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, les maranes sont souvent partis d'eux-mêmes pour fuir les persécutions. Beaucoup ont été accueillis dans l'ensemble du bassin méditerranéen et jusqu'en Hollande. Et là, surprise, si l'on peut dire, ils ont d'abord fait semblant d'être catholiques, puis se sont déclarés officiellement juifs. D'abord en Hollande à la fin du XVIe siècle, puis en France au milieu du XVIIIe siècle. Donc la très grande majorité des maranes espagnols a tout simplement fini par s'installer à l'étranger. Et comme je les ai invoqués, les morisques ont été expulsés, eux, au début du XVIIe siècle en direction du Maghreb. Et ils étaient près d'1 million, donc comme quoi la remigration a déjà existé par le passé. Voilà. Merci beaucoup Scipion pour votre réponse, pas pour votre question. Merci à Marthe pour la question. Et beaucoup de mains se sont baissées à ce que je vois. Il reste celle de Bardamuka. Donc a priori on va la donner à Bardamuka. Et ce serait potentiellement la dernière, vu que je vois pas d'autres mains. Bardamuka, vous avez la parole. Oui, allô, encore une fois, excusez-moi, c'est parce que j'appelle de loin, alors à chaque fois j'ai un petit souci. Alors moi je voudrais simplement faire un total hors-sujet sur une anecdote qui m'a fait beaucoup sourire. Changeons un peu.
Alors, j'ai lu cette semaine, ça devait être dans le Huffington, les mésaventures qui sont arrivées à l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks. Alors, outre le fait qu'ils aient été dans un hôtel totalement subclaquant, à l'hygiène plus que douteuse, il s'avère que le manager, la femme du manager et sa fille se sont fait agresser par un individu au couteau, donc en plein Créteil, hein, je vous mets dans le mille. Quelle merveilleuse ville, il doit faire bon y habiter, hein. Et bon, bien sûr, les médias se gardent bien de donner, on va dire, des précisions sur l'ethnicité du personnage. Bah, moi, je trouve que c'est un excellent prélude de ce qui va arriver pour les JO. C'est très drôle. Alors, bien sûr, bon, je cautionne pas l'acte, et malheureusement pour ces personnes-là, bon, il n'y a rien eu. Mais là, j'aurais voulu avoir, allez, pour se détendre un peu, j'aurais voulu avoir, à vous trois, votre avis sur déjà cette agression qui a été passée sous silence médiatiquement, hein. Ça, faut pas se le cacher, hein. Voilà. Bonne soirée. Je pense, je pense que la réponse républicaine la plus appropriée à cette agression, c'est de dissoudre toutes les organisations de droite. Ça me paraît indispensable. Et en tout cas, je l'avais déjà dit dans une émission il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est la première fois que je souhaite du mal à une organisation qui a lieu en France. Je souhaite vraiment que les JO se passent mal, que toute la nullité du régime et de la mairie de Paris saute aux yeux du monde. Les caméras seront braquées sur cette République en putréfaction et j'espère que ça se passera mal, sans souhaiter bien entendu que des milices d'extrême droite agressent les gens comme ça a pu se passer à Créteil. Hop, merci beaucoup Bruno pour votre réponse. Je ne sais pas si vous voulez réagir, cher Scipion, si vous êtes contre les agressions, je suppose que oui. Voilà, c'est ça. Je suis contre les agressions et c'est un symptôme de la décomposition de la France, hein. Il est à craindre que les JO soient une pagaille formidable, qui est non pas des meurtres, heureusement, mais des vols de masse, hein, comme ça arrive régulièrement à nos touristes. Là, il y a un vrai problème de sécurité pour les Jeux Olympiques l'an prochain. Je suis tout à fait d'accord, mon cher Scipion. À voir comment ça va se dérouler, les Jeux Olympiques, on verra. On verra. Je suis impatient de voir. Bon, bah écoutez, la dernière question sera a priori posée par A. A, je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? J'ai oublié de vous donner. Hop, normalement là, c'est bon, vous l'avez. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le petit bouton bleu qui est au milieu de votre écran entre le bouton vidéo et le bouton quitter si vous êtes bien sur l'application Telegram, bien entendu. Ah, parfait. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos émissions chaque semaine. Moi, j'ai une question pour Monsieur Scipion. Donc, j'ai lu attentivement son livre Mon combat. Et en essayant d'être assez réaliste, on constate que la population peut-être de Français de souche authentiquement européens est peut-être d'environ 50 millions, disons entre 45 et 50 millions. Et si on voudrait que la France reprenne sa place en Europe, la place qu'elle avait au XVIIe ou XVIIIe siècle, on sait que notre démographie a été très inférieure par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Empire ottoman, la Russie, etc. Quelles seraient les solutions que M. Scipion ou Bruno Héroux préconiseraient? Et je voulais vous demander si vous vous étiez penché sur ce qui était très spécifique au Canada français, au Québec, où, si je ne me trompe pas, à partir de 40 000 émigrés français, ils ont réussi à faire une population aujourd'hui de 6 ou 7 millions. Donc voilà, je vous remercie. Tout d'abord, merci beaucoup A pour suivre nos émissions et nous continuerons d'en faire, parce que moi j'aime bien faire des émissions. Et Scipion, je vous remercie d'avoir lu son livre.
Donc, je pense qu'il pourra vous remercier directement de vive voix. Et d'ailleurs, les solutions, moi, j'en ai repéré dans le livre. Et concernant le Canada, je laisserai mes invités s'ils veulent répondre là-dessus, s'ils souhaitent approfondir ce que je vais dire. Mais très globalement, j'ai fait une émission sur le Québec, justement, avec Nomos TV. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux comme invité pour ce sujet. Et je vous invite à l'écouter si vous ne la connaissez pas encore. Je laisse maintenant Scipion prendre la parole. Oui, alors je précise dans mon livre que le combat démographique est absolument essentiel et on en est au seuil de la survie, hein. Il y a 45 millions de Français authentiques avec les descendants de nos amis venus de pays européens comme l'Espagne ou l'Italie qui sont devenus français, comme quoi c'est possible, mais à condition de venir de peuples étroitement apparentés. Donc je disais qu'il fallait tout faire pour une grande politique familiale avec des choses qui plaisent pas forcément, comme restaurer la moralité publique, hein, j'insiste sur public. Il faut mettre fin à l'exhibition pornographique, à la promotion des mauvaises mœurs et mener tout un combat culturel pour remettre à l'honneur les bonnes mœurs, la famille, la patrie, avec cet excellent slogan qui a été popularisé dans les années 30 et qui a été diffusé par un gouvernement français d'esprit authentiquement national, le seul au XXe siècle. Donc, travail, famille, patrie, sachant que la patrie, c'est l'association de toutes les familles de France. Encore faut-il restaurer les familles. On en est là avec des individus éclatés, tout seuls, qui ne font plus d'enfants. Et ce que je propose fondamentalement, c'est refaire des familles. Et si on échoue à refaire des familles, eh bien, il n'y aura plus de France à l'avenir. On en est vraiment là. Donc, ce que je propose, c'est ça, hein, restaurer la moralité publique qui permet d'avoir des relations saines et durables entre un homme et une femme qui font beaucoup d'enfants pour la France. Et les Québécois nous ont montré l'exemple hein, d'une société partie de peu de monde, hein, plusieurs dizaines de milliers de Québécois au XVIIIe siècle. Ils ont fini à 5 ou 6 millions dans les années 1960. Et malheureusement, l'histoire n'a pas poursuivi sur cette lancée. Les Québécois ont eu ce qu'ils ont appelé la Révolution tranquille, c'est-à-dire dans les années 60, ils ont complètement abandonné leur tradition morale et familiale, avec un catholicisme autrefois intense qui s'est complètement effondré, et on arrive à avoir une décadence démographique jusqu'au Québec. Donc le Québec ancien modèle a sombré extrêmement vite dans la même direction que la mère patrie française. Donc j'essaie de tout faire pour la résurrection de la France, hein, par le travail intellectuel et militant. Et je souhaite bien sûr à nos amis québécois de suivre la même démarche et d'avoir les plus grands succès. Bien évidemment, nous souhaitons à tous les peuples, tous les peuples blancs finalement, de redevenir maîtres sur leur propre terre. Mais on va évidemment s'occuper de la nôtre déjà pour montrer l'exemple. Et ça, c'est beau. Eh bien, écoutez, chers amis, je vais donner la parole pour la dernière fois ce soir. Pas de panique, ne vous inquiétez pas, à Vincent Noyer parce que eh ben, il commence à se faire un peu tard et c'est la dernière main levée, donc ça me paraît tout à fait naturel de finir sur cette question. Donc vous êtes la dernière question, Vincent Noyer, nous vous écoutons. Pour rester dans le sujet, j'aurais une question soit à Scipion, soit à Bruno. Ne pensez-vous pas que l'islam est une création israélite pour détruire le christianisme, comment dire, un proxy de la religion juive pour détruire le christianisme? Voilà. Je donnerai mon opinion sur cette question après. Si Bruno, peut-être Bruno, si vous voulez répondre à cette question, après je répondrai moi-même.
Alors je vais très vite, faire une passe à Scipion ou à toi, mais à l'époque où je m'intéressais à ces questions-là, je crois qu'avant, que Mahomet, ne commence à prêcher quoi que ce soit, il a eu une disparition un peu suspecte, sur un territoire juif, ou peut-être il aurait suivi, des études ou je ne sais quoi. Donc effectivement, la question, le soupçon est fondé. Mais je n'ai pas creusé la question, je passe le relais à mes collègues. Mais écoute, moi, ma réponse, elle va être assez. Scipion, après, Scipion, allez-y si vous voulez d'abord. Je laisse mes invités toujours la priorité, bien évidemment. Mais sinon, moi, de mon côté, j'aime pas trop ce côté. Les musulmans disent que nous sommes une création juive. On dit que l'islam, c'est une création juive. Je trouve que ce genre de pensée ne fait pas vraiment avancer la chose parce que finalement c'est simplement se renvoyer la balle sur qui la création nos juifs de qui et c'est vrai que de mon côté c'est pas forcément très historique mon propos c'est plutôt comment je peux dire c'est plutôt oui effectivement politique mais j'aime pas réellement ce genre de débat et c'est pour cela que mon expression elle est très simple c'est ne nous renvoyons pas la balle sur les argumentations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sans tomber dans c'est pas forcément un complot, mais sans tomber dans l'accusation facile. Scipion, Et si vous de toute voulez. façon, Oui, avant Bruno? que Scipion parle, et de toute façon, on n'en sait rien. Mais je laisse la parole à Scipion. Tout à fait, on n'en sait rien. Allez-y, Scipion. Non, je pense qu'il y a un très lointain tronc commun entre juifs, chrétiens et musulmans. Attention, c'est pas du tout la même chose. On l'a abordé et développé durant l'émission, mais il y a un très lointain tronc commun. Et je dirais qu'il y a des divergences qui se manifestent spontanément. D'un côté le christianisme, de l'autre le judaïsme, et enfin l'islam, qui est une réécriture superficielle de ce monde particulier qui était des tribus arabes converties au judaïsme. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de ressemblances, que ça peut paraître étrange, mais ça s'explique assez simplement. De façon générale, je me méfie des thèmes du complot, des manœuvres occultes qu'on peut déjà jamais sérieusement prouver, qui seraient déterminantes dans l'histoire. Je me base sur les documents observables, constatables, et fondamentalement, il y a des évolutions, des mutations, même des révolutions religieuses, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qui ont eu lieu et de la manière la plus ouverte. Merci beaucoup Scipion et Bruno pour vos réponses. Bah écoutez, moi c'était la dernière question pour moi. Je vois bien qu'il y a encore une main levée, mais j'avais promis que c'était la dernière et si j'arrive pas à me tenir à mes paroles, ça va toujours déborder de 2 heures à chaque émission. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir tous écouté avec grande attention cette émission. Je vous remercierai également de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre. Et mercredi vers à peu près 16h30, 17h, il y aura une émission physique cette fois-ci. On reprend les entretiens. Il y a eu une pause d'une semaine parce que on n'avait pas eu le temps de tourner d'autres vidéos, mais là, ça y est, on a tourné et on est prêt à diffuser. Donc, soyez abonnés. Allez sur le Twitter de Bruno Hirou. Chaîne YouTube, Twitter, SoundCloud. Quel réseau social souhaites-tu que je mette en avant? Bah, j'ai envie de dire oui. D'accord. Non, bah, mon site brunohirou.biz et mon Telegram c'est slash Bruno Hirou. Voilà, c'est les deux choses incensurables, c'est mon site et mon Telegram. Voilà. D'accord, donc je mets le site et le Telegram, c'est très bien, ça marche. Vous, Scipion, bah écoutez, je vais mettre le lien de mon combat dans la description. Je pense que je ne peux pas faire mieux que cela, sauf si vous avez d'autres idées. Peut-être de retrouver des photos de Shiba Inu sur Twitter, ça peut être amusant. Et quant à moi, eh ben moi je vous dis que je me mets un petit peu sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que sur Facebook je suis bloqué de toutes parts, donc j'essaie de trouver des alternatives. Et je commence timidement un petit peu à publier sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre, Alexandre Ringer. Et pour le Parti de la France, vous connaissez déjà. Allez, à plus tout le monde, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bon week-end à tous. Bonne soirée à tous, merci de votre écoute. Ah, et évidemment,
bon armistice parce que normalement, quand on sera diffusé, ce sera le 11 novembre, donc bon armistice.